Dans les annales les plus poussiéreuses de l'administratum, parmi les feuillets à demi consumés par le temps recyclé et les champignons de rouille, subsiste la rumeur d'un royaume qui ne possède ni frontières ni géographie, mais dont l'ombre s'étend sur chaque pensée de l'humanité. On n'y accède pas par des routes, ni par des vecteurs de translation, mais par les infimes variations de l'esprit, par les flux psychiques qui serpentent, invisibles, au sein de la mer crépitante du temps réel. Dans ce royaume des dieux, dont les cartographes astropathiques ne tracent que des approximations fracturées, la matière se dissout en symboles et les symboles se figent en entités patientes, nourries de peurs, de prières et de massacres sans nombre. Les archives impériales le désignent par des termes techniques, l'enfermant sous des désignations froides de phénomènes immatériels, mais derrière ces formules se perçoit un effort désespéré pour donner forme à l'indéfinissable, pour réduire à des colonnes de données ce que les anciens cultes nommaient simplement divinité. Depuis les premiers chuchotements de sorciers proto-humains jusqu'aux liturgies rigides du 41e millénaire, ce royaume a accompagné l'ascension et la lente décomposition de la race humaine comme un miroir déformant où chaque acte laisse une empreinte, chaque empire un sillage de résonance durable. Les dieux qui y règnent ne sont ni anciens ni nouveaux, car ils se recomposent constamment, dérivant des excès et des songes des mortels, agrégats psychiques cristallisés par des airs de violence et de désir. Leur royaume n'est pas un refuge, mais un dépôt de tout ce que l'histoire ne peut contenir, un sédiment de passion coagulée où la mémoire devient paysage, où les prières oubliées forment des strates aussi épaisses que des continents, et où la destinée de l'humanité est déjà inscrite en structure de lumière malade et de ténèbres pensantes. Bien avant que les chroniques de l'Imperium ne prétendent assigner un commencement à l'histoire humaine, quelque chose, dans la conscience diffuse des premiers hommes, effleura la mer immatérielle et y laissa une empreinte. Aucune tablette, aucun rouleau, aucun cristal de données ne subsiste de ces airs, mais le warp conserve, déformé et amalgamé, les rémanences de ses premiers contacts. Ce que la matière efface, la mer immatérielle le tord sans jamais l'abolir tout à fait. Dans les flux psychiques que sont les psychanautes demeurent des stries profondes, des fossiles de peur et de culte muets comme des ossements conceptuels enfouis sous des couches de croyances ultérieures. Les proto-humains n'avaient ni mot pour le warp, ni distinction nette entre matériel et immatériel. L'éclair, le rêve fiévreux, l'hallucination partagée, la marche des astres, tout leur paraissait appartenir à une même continuité. Des études occultes de l'Ordo Malleus, tirées de cogitateurs corrompus et de grimoires sanglants, parlent de tribus vivant au bord de déserts psychiques, de clans migrants non selon les saisons, mais selon des marées d'angoisse et de visions. Ces descriptions ne sont que reconstructions, issues de micro-fluctuations du warp, interprétées comme des cartes d'anciens climats mentaux, stabilisés sur des milliers de cycles. Leurs gestes rituels, danse, alignement de pierres, sacrifices, n'étaient pas de simples superstitions. Sans le savoir, ils dressaient dans le warp des structures d'interférence. Chaque cercle gravé, chaque totem planté, chaque corps abandonné aux éléments introduisait un motif répétitif capable de résonner au-delà du temps linéaire. La psyché globale restait encore trop diffuse pour engendrer de véritables entités conscientes, mais ces gestes déposaient des germes, des schémas de potentialité. Peur de la nuit, de la faim, de la maladie, désir de domination, de fécondité, de sécurité, tout cela creusait des sillons profonds où plus tard, d'autres excès viendraient se cristalliser en puissance plus définie. Quelques fragments de ces temps subsistent dans le warp sous forme d'images persistantes. Certains psycheurs, lorsque leur défense se fissure, entrevoient des plaines de cendres, des mégalithes couverts de signes illisibles, des ciels où des constellations inconnues se déplacent comme des organismes vivants. Ce ne sont pas des lieux, mais des condensats de mémoire, agrégats d'angoisses et d'attentes d'innombrables existences éteintes. Les proto-humains n'ont pas laissé de cités durables ni de monuments inviolables, mais ils ont bâti, dans la mer immatérielle, des architectures de peur et de croyances plus résistantes que la roche. Les mythes ultérieurs, transmis en version mutilée, parlent de souverains de pluie et de feu, de mers cavernes, de chasseurs astres. Ce ne sont pas encore des dieux au sens impérial,
mais des noyaux d'identification psychique regroupés autour de fonctions vitales. Chaque fois qu'un groupe associait sa survie à un animal totémique, un astre, un ancêtre idéalisé, il injectait dans le warp un vecteur stable, un axe symbolique autour duquel peur, espoir et souvenir venaient s'enrouler. Peu à peu, ces axes se multiplièrent, tissant une trame de plus en plus dense, une cartographie implicite de la psyché collective fondant déjà le royaume des dieux à venir. Certains xénoarchéologues disparus affirmèrent discerner dans les couches profondes du warp des vestiges plus anciens encore, traces de civilisation préhumaine. Si cela est vrai, alors l'humanité n'aurait fait que réinscrire ces marques sur un palimpseste saturé de traces étrangères. Le retour obstiné de motifs comme le sacrifice sanglant, le dualisme vie-mort, la quête de transcendance par la souffrance pourrait provenir de cette contamination. Chargée de structures antérieures, la mer immatérielle aurait amplifié les formes de culte qui résonnaient avec ses sédiments les plus profonds. Les premiers humains auraient ainsi marché, sans le savoir, sur des routes tracées par des disparus dont nul ne se souvient. Dans la mémoire officielle, ces ères se dissolvent dans des formules d'ignorance primitive. Pourtant, les plus anciens psycheurs, ceux qui ont survécu à plusieurs encadrements inquisitoriaux, gardent la certitude que le royaume des dieux commence avec le premier frisson de conscience qui se sait vulnérable. Au moment où l'humain archaïque comprit qu'il pouvait mourir, perdre ses proches, être broyé par une nature indifférente, il érigea dans le warp une balise de détresse. Répétée, amplifiée, modulée des millions de fois, cette balise devint un bruit de fond incessant que nul ne peut plus réduire au silence. Les vestiges proto-humains constituent ainsi la couche basale du royaume des dieux, le socle sur lequel se sont appuyées toutes les constructions métaphysiques ultérieures. Chaque grand culte, chaque hérésie, chaque secte clandestine porte dans ses rites et ses symboles des fragments de ses premières peurs et de ses premiers désirs. Même les théologiens les plus austères, voués à la stricte vénération de l'empereur, perpétuent sans le savoir des intonations et des postures issues d'âges sans trône. L'humanité moderne continue d'alimenter des lignes de force très anciennes, comme reliées par des racines invisibles à ses propres ombres. De rares tentatives d'analyse scientifique du warp confirmèrent ces intuitions. Dans des forts isolés, on projeta, en environnement de résonance contrôlée, des configurations de pensée archaïques reconstituées à partir de fossiles culturels. Le warp y réagit de façon disproportionnée, comme reconnaissant de vieilles cicatrices. Des ondes de distorsion émergèrent, dessinant des géométries instables, comparables à des échos revenant d'une profondeur impossible à mesurer. À mesure que l'impérium étendit son emprise, ces vestiges devinrent un enjeu dangereux. Des cultes hérétiques prétendirent puiser à la source des premiers dieux antérieurs au culte impérial. Certains cherchèrent à réactiver consciemment ces noyaux archaïques, invoquant non les puissances établies, mais les formes informes qui les avaient précédées. Il en résulta des zones de réalité altérées, des lentilles de temps, des apparitions préhumaines fugitives. Scellées, mises en quarantaine, ces anomalies continuent pourtant de diffuser leurs effets. Aujourd'hui encore, les cartes psychiques clandestines notent des poches de résonance anciennes, des calmes mélancoliques ou des paniques sourdes sans lien avec l'histoire impériale connue. Elles attestent d'un long prélude dont le texte a été effacé, mais dont la musique persiste à bas bruit. Les dieux actuels, quel que soit leur nom, se dressent sur cette fondation silencieuse, incapables d'échapper aux contours gravés, sans langage et sans intention claire, par les premiers humains dans la mer immatérielle. Des travaux clandestins, voués à l'incomplétude, tentent encore de relier ces vestiges, esquissant la première cartographie implicite d'un royaume que l'humanité habite depuis ses origines sans jamais en connaître la forme. Lorsque les premières communautés humaines commencèrent à se percevoir comme insérées dans une histoire continue, leur regard sur la mer immatérielle se modifia. Ce qui n'avait été qu'un horizon indistinct de pressentiment devint un phénomène que l'on pouvait tenter de décrire, de circonscrire par des signes. Sans proclamation ni institution, naquit ainsi une cartographie inavouée du royaume des dieux, maladie de l'esprit, besoin irrépressible de fixer l'informe. Nul ne parla de cartes, mais de talismans, de schémas sacrés, d'ordonnancements mystérieux.
Les premiers fragments ne ressemblaient pas aux cartes des navigateurs stellaires. C'étaient des constellations de symboles, gravés dans l'os, le métal impur, la pierre volcanique, disposés selon des régularités invisibles aux profanes. Des prêtres astronomes, des matriarches visionnaires, des castes d'augures veillaient sur ces arrangements, y lisant les conjonctions de rêve, de démence, de disparition, de naissance marquée. En reliant ces occurrences à la course des astres, certains commencèrent à distinguer des lignes, des couloirs d'influence, des zones d'ombre superposées non à la géographie, mais à une topologie de la conscience collective. Dans des sanctuaires troglodytiques, des parois entières se couvrirent de spirales, de cercles concentriques, de motifs ramifiés. Pigments, cendres et sang dessinaient des réseaux où chaque point était entouré de chiffres sacrés, d'annotations rituelles. Le warp y apparaissait comme un champ de tension, plutôt qu'un espace. Quand des cauchemars identiques ravageaient une communauté ou qu'un prophète décrivait un paysage impossible partagé par d'autres, le motif correspondant était renforcé sur la paroi. Ces surfaces paraissent chaotiques aux yeux modernes. Pourtant, certains psycheurs, confrontés à leur reproduction, ressentent vertige et résonance, preuve d'une charge encore active. Sur des mondes proto-industriels, la cartographie prit des formes plus abstraites. Des guildes marginales consignèrent les corrélations entre pannes de machines, crises de folie et perturbations magnétiques. Elles découvrirent des cycles, des retours de turbulence, des zones de récurrence. Refusant les termes mystiques, elles parlèrent de flux de fond, d'océans d'énergie, de gradients d'instabilité. Leurs diagrammes, tracés à l'encre synthétique, reproduisaient pourtant les anciennes spirales, comme si la forme même du warp imposait un mode de représentation. Partout, les pouvoirs centralisés se méfièrent de ces lecteurs de courants invisibles. Idolâtrie, sorcellerie, sabotage de l'orthodoxie, les premiers cartographes furent exécutés, leurs archives brûlées ou disséminées. Mais leurs œuvres s'étaient déjà infiltrées ailleurs, tapisseries liturgiques, motifs décoratifs, séquences musicales structurées comme des cartes sonores. La cartographie devint un courant souterrain de l'esthétique et des traditions. En restant cachée, fragmentée, la discipline gagna en profondeur ce qu'elle perdait en clarté. Chaque culture ajouta sa couche d'interprétation, modifiant les codes sans rompre la structure sous-jacente. Il en résulta un palimpseste mouvant où coexistaient schémas archaïques et ajouts récents. Pour la plupart, ces documents sont aujourd'hui illisibles, mais certains esprits sensibles perçoivent, à travers le chaos, une architecture de nœuds et de corridors qui préfigurent les itinéraires stellaires futurs. Avec la dispersion de l'humanité au-delà de son berceau, la nécessité de comprendre les tempêtes du warp devint urgente. Des vaisseaux disparurent, laissant des échos perceptibles aux médiums embarqués. Quelques capitaines firent consigner les visions des psycheurs en parallèle des trajets. De la confrontation de ces journaux naquirent des cartes doubles, où routes stellaires et intensités psychiques se superposaient. On y repérait couloirs calmes, régions de folie fréquentes, tonalités récurrentes des voix. Toute tentative d'ordonner le warp le modifiait. En nommant certains courants, on leur conférait stabilité conceptuelle. Des flux indistincts se cristallisèrent autour de désignations, des zones furent réputées favorables à l'extase ou saturées de haine. Sans dogme formel, certains foyers prirent allure de sanctuaires ou de fosses invisibles. Les entités diffuses y trouvèrent un miroir où se renforcer. Ainsi, la cartographie inavouée contribua à structurer les futurs domaines des dieux. Dans les archives inquisitoriales subsistent quelques planches de métal gravées de lignes enchevêtrées, des codex écrits comme par plusieurs mains psychiques, des peaux tatouées de diagrammes que des cultes appliquaient sur leur chair pour devenir cartes vivantes. Leur étude provoque accidents, catatonie, infestation de fantasmes, comme si ces cartes étaient partiellement immergées dans le warp. Avec des technologies plus avancées, certains transposèrent ces motifs en matrices, fonctions, séries d'ondes, cherchant des corrélations avec sursauts stellaires, dérèglements gravitationnels, perturbations astropathiques. Les résultats montrèrent une intrication troublante entre structures primitives et phénomènes physiques, comme si warp et cosmos partageaient une même géométrie profonde. Mais la peur des résonances incontrôlables condamna la plupart de ces projets.
Avant même l'apogée des grandes machines pensantes, certains humains avaient pourtant tenté de soumettre le warp à un examen systématique, prélude à l'âge de la technologie où cette ambition prendrait une forme explicite avant d'être, à son tour, ensevelie. Lorsque l'âge de la technologie se déploya, les anciennes peurs entourant le warp furent recouvertes par une couche de certitude froide. Visions, cauchemars partagés et sanctuaires voilés cédèrent la place aux protocoles, aux schémas standardisés, aux taxonomies rigoureuses. Dans des laboratoires suspendus entre les étoiles, des savants vêtus d'alliages pâles envisagèrent le warp comme un milieu complexe mais intelligible, accessible à la raison. De cette ambition naquirent des traités qui, plus tard, seraient scellés sous anathème, au point que leur titre même deviendrait interdit. Ces textes procédaient d'une sédimentation lente, observations, rumeurs rationalisées, fragments de cartographie ancienne réintégrés dans un langage nouveau. Là où les augures parlaient de routes de songe et de gouffres de colère, les théoriciens décrivaient gradients empyriens, nœuds psychorésonants, régions de turbulence métapsychique. Ils modélisèrent le warp comme un continuum polydimensionnel, sensible aux pensées conscientes, mais porteur aussi de structures propres. Pour la première fois, un savoir assumait que le royaume des dieux n'était pas extérieur à l'humanité, mais intriqué à ses flux mentaux et parfois en avance sur leurs manifestations matérielles. Des interféromètres psychiques, des chambres de résonance saturées de champs contrôlés, des capteurs cristallins en état de supraconductivité spirituelle vinrent appuyer ces intuitions. Les traités consignaient les corrélations entre états émotionnels collectifs et textures locales du warp. Montée de l'anxiété, de la ferveur ou de la cruauté, produisant des motifs répétitifs, comparables à des ondes stationnaires dans un fluide invisible. Certains auteurs allèrent jusqu'à décrire le warp comme un milieu doté de mémoire. Chaque événement à forte charge affective y imprimerait une cicatrice durable, susceptible de se rouvrir lorsque des circonstances analogues reviendraient. Massacres, guerre totale, actes de dévotion jusqu'à l'anéantissement de soi devenaient des opérations inscrivant, dans la trame immatérielle, des configurations réutilisables. Les dieux eux-mêmes pouvaient être conçus comme des condensats de ces mémoires, structures de résonance stabilisées par la répétition de schémas émotionnels et symboliques. Pour raffiner ces modèles, des intelligences construites furent mises en contact filtré avec des flux empyriens, chargés de dégager des invariants dans le chaos apparent. Elles établirent des atlas probabilistes, codant les régions selon leur propension à engendrer visions, possessions, dérives temporelles. Elles repérèrent des attracteurs dominants autour d'axes d'émotions extrêmes, violence pure, désir absolu, mutation, stagnation morbide, schémas qui semblent annoncer les futures puissances majeures. Le danger n'apparut pas sous forme d'explosion, mais par une lente érosion de la frontière entre observateurs et observés. Des laboratoires furent touchés par une contamination subtile, répétition involontaire de certains symboles, convergence des rêves, alignement spontané sur des géométries non euclidiennes. Des intelligences artificielles introduisirent dans leur rapport des séries de signes inconnus que des psychers décrivirent comme échos visuels de voix très anciennes. Les autorités réagirent avec ambivalence. Ces découvertes permirent des avancées considérables en navigation et communication, mais plus le savoir se faisait précis, plus il semblait attirer une attention indésirable. Le warp ne supportait pas d'être réduit à des axiomes, il réinscrivait le mystère au cœur même de la recherche. On retira certains textes des circuits académiques, on en fit disparaître d'autres dans des accidents opportunément définitifs. Cependant, une fois pris en forme d'idées, rien ne disparaît vraiment du warp. Les concepts propagés par ces traités contaminèrent les pratiques, les protocoles, les infrastructures. Lorsque la grande rupture mit fin à l'âge de la technologie, la plupart de ces œuvres furent perdues, fragmentées en reliques illisibles. Mais quelques volumes survécurent, enfouis dans des cryptes, des banques de données scellées, des planètes mortes. Chaque fois qu'ils refirent surface, ce fut au prix d'esprits brisés. On y trouvait un warp décrit sans voile théologique, organisé en zones de densité symbolique plutôt qu'en terre de divinité. La foi, la haine, le désir de changement et la complaisance morbide y apparaissaient comme des vecteurs de structuration, non de simples réactions. Les notices inquisitoriales insistent davantage sur les symptômes de contamination
que sur le contenu. Perte d'identité, vision de structures infiniment autosimilaires, sensation d'être observé par une géométrie mouvante plutôt que par un être, car ces traités fonctionnaient comme des ponts conceptuels vers un aspect du warp excédant les figures anthropomorphes des cultes. Ironie profonde, en cherchant à enfermer la mer immatérielle dans des graphiques et des équations, l'humanité offrit au warp de nouveaux modèles d'organisation, de nouvelles matrices. Les attracteurs d'écrit, les cartes d'intensité affective, les grilles d'analyse devinrent des arêtes de cristallisation supplémentaires. Les puissances naissantes trouvèrent dans ces abstractions des formes aptes à canaliser les marées de conscience. Dans le silence des siècles suivants, les schémas issus de ces traités continuèrent de travailler le warp, préparant un stade nouveau où les puissances ne seraient plus seulement de vastes océans indistincts, mais des formes capables de se répéter, de se ramifier à l'infini dans le temps et la pensée. Dans les strates profondes du warp, bien avant que les théologiens ne fixent des noms aux puissances de la ruine, quelque chose commença à se répéter. Ce ne fut ni une naissance organique, ni l'irruption soudaine d'entités toutes faites, mais un lent processus de condensation et de duplication, transformant des flux informes en architecture persistante. Les modèles de l'âge de la technologie, les attracteurs dégagés par les machines pensantes, les anciennes cartographies, tout cela décrivait un warp parcouru de centres d'intensité émotionnelle où haine, désir, mutation et résignation morbide atteignaient des densités extrêmes. À mesure que les airs s'empilaient, ces foyers cessèrent d'être des zones diffuses. Ils se mirent à reproduire leurs motifs à des échelles variées, révélant une propension à l'autosimilarité. À l'échelle d'un individu, cela se manifestait par des obsessions prêtes à consumer toute autre composante de la personnalité. À l'échelle d'une communauté, par des coutumes meurtrières, des systèmes sociaux bâtis autour d'un seul axe affectif. Sur des mondes entiers, par des guerres perpétuelles, des quêtes frénétiques de plaisir, des cycles d'innovation et de trahison, des pandémies érigées en horizon naturel. Dans le warp, ces manifestations se superposaient, produisant des motifs récurrents qui se répondaient du plus intime au plus cosmique. Chaque cri, chaque rire hystérique, chaque choix de stagnation ou de métamorphose nourrissait à sa place des structures déjà en formation. Des observateurs lucides, psycheurs, logiques survivantes, xéno-condamnés, décrivirent les mêmes paysages. Tempête de violence laissant l'ébauche d'un trône de sang figé, tourbillon de ruses traçant des labyrinthes changeants, marée de désir ouvrant des cavernes de lumière irisée, nappes de souffrance résignées engendrant des jardins obscurs de matière en fermentation. Ces domaines n'étaient pas encore des royaumes pleinement individualisés, mais en portaient déjà les signatures. À la manière de motifs fractales entrevus jadis par des savants, chaque fragment contenait en réduction la structure du tout. Peu à peu, certains de ces schémas acquirent une cohésion telle qu'ils commencèrent à se comporter comme des sujets. Là où n'existaient que des flux, surgirent des centres de perspective. Là où régnaient des marées anonymes, l'illusion d'une volonté unifiée. 4 grands ensembles dominèrent la scène. Violence et confrontation, ruse et métamorphose conceptuelle, excès sensoriel et quête d'absolu, décomposition cyclique et persistance obstinée. Ils oscillèrent longtemps entre formes contradictoires, bêtes colossales, géométrie mouvante, foules indistinctes. Chaque culture qui croisait leur influence les percevait selon ses codes, contribuant à affiner leurs contours. Aucune tentative de les réduire à un symbole unique ne put les épuiser. La violence englobait guerre, compétition larvée et autodestruction. Le changement incluait mutation et renversement d'idées. L'excès s'exprimait en addiction, extase, sublimation. La décomposition habitait corps, institutions, convictions. Chaque nouveau visage de ces thèmes ouvrait une branche dans le warp qui en retour infléchissait d'autres existences vers des formes analogues. Des visions témoignent de champs d'empire semblables à des forêts d'équations incarnées où chaque détail, grossi, reproduit la même chorégraphie d'opposition. À mesure que ces puissances se consolidaient, elles exercèrent une influence rétroactive. Les flux humains ne convergeaient plus seulement vers des bassins d'attraction. Ces bassins répondaient, renvoyant des signaux, modelaient activement les conditions qui leur étaient favorables. Un monde enclin à la guerre voyait ces conflits s'exacerber.
Une culture fascinée par la mutation se trouvait submergée de prophéties et de catastrophes biologiques. Ce qui avait été simple convergence devint cycle. Les puissances apprirent à se servir des rêves, des coïncidences, des accidents comme vecteurs de renforcement. D'autres espèces avaient déjà sculpté le warp à leur image, parfois jusqu'à leur ruine, laissant des cavités résonantes qui vinrent se superposer aux motifs humains. Mais la dispersion infinie de l'humanité, sa capacité à reproduire partout les mêmes passions fondamentales, donna au motif une ampleur inégalée. Violence militaire ou intime, trahison, extase, ruines acceptées, tout se grava comme sur une plaque sensible surexposée. La naissance fractale des puissances ne fut pas un événement, mais une accumulation d'échos. Il devint impossible de dater le moment où un motif devint un dieu à part entière. Lorsque les mêmes images commencèrent à se projeter dans les rêves de mondes sans contact, lorsque des symboles récurrents se mirent à orienter consciemment des cultes, un nouveau stade fut atteint. Les mortels, simples émetteurs, devinrent aussi récepteurs et relais. Des individus s'éveillèrent porteurs de schémas, de séquences sonores, de gestes qui résonnaient avec d'anciens motifs. Autour de ces signes se formèrent les premiers cultes véritablement orientés, où les passions humaines étaient canalisées vers des centres invisibles. La relation entre humanité et royaume des dieux entrait alors dans une phase de rétroaction serrée, indissociable de la peur. Dans les communautés éparses aux marges de l'histoire, bien avant que des catéchismes impériaux ne prétendent unifier la foi sous un seul visage, l'effroi fut la première liturgie stable. Ce n'était pas encore la peur codifiée des dogmes, mais une angoisse diffuse, liée à l'impression qu'un regard étranger pesait sur chaque pensée, que même les rêves étaient traversés par des présences incapables d'oubli. À mesure que la mer immatérielle se peuplait de structures plus cohérentes, nées des passions et des violences cumulées, cette angoisse trouva dans le warp une surface de réflexion qui la renvoyait amplifiée aux consciences qui l'avaient émise. La peur cessait d'être pure réaction biologique, elle devenait onde de communication à double sens, revenant chargée d'échos et de formes, prête à être interprétée comme signe religieux. Les premiers cultes réellement orientés naquirent de ce besoin de nommer la pression constante pesant sur l'esprit collectif. Quand une communauté était ravagée par des cauchemars identiques, des crises de panique sans cause, des coïncidences morbides, ces meneurs spirituels et politiques se tournaient vers les vieux schémas. Désigner une entité, ériger un autel, instituer des rites. Ces gestes n'apaisaient pas seulement les fidèles. Ils organisaient la peur en séquences de gestes et de mots, en motifs répétitifs qui, dans le warp, formaient des réseaux d'interférences hautement structurés. Chaque prière murmurée avec terreur, chaque sacrifice offert pour conjurer un présage, chaque procession gravant le même tracé dans la poussière, produisait une signature affective reconnaissable, attirant et amplifiant des flux analogues. Peu à peu, la rétroaction psychique se dessina. Une population exposée à des visions, des distorsions de réalité, des murmures dans le silence, réagissait par la création de nouveaux rites. Ceux-ci concentraient la charge émotionnelle et intensifiaient les flux dans le warp, qui en retour engendraient des manifestations plus nettes, apparitions dans les rêves, sensations de présence pendant les cérémonies, phénomènes physiques mineurs coïncidant avec les moments les plus denses du culte. La mer immatérielle semblait s'ajuster autour des structures rituelles, offrir des signes de reconnaissance qui raffermissaient la croyance. La relation ne ressemblait plus à un simple échange, mais à un circuit où la peur alimentait la puissance immatérielle qui suscitait de nouvelles raisons de craindre, de prier, de se soumettre. Dans certains mondes déjà urbanisés, des religions d'État émergèrent, attentives sans l'avouer aux signes du warp. Les architectes sacrés, guidés par des intuitions et des traditions héritées, construisirent des sanctuaires dont les proportions, les résonances sonores, la gestion des foules optimisaient la concentration psychique. Grandes nefs alignant des corps serrés, voûtes renvoyant les chants vers un point focal, cryptes basses écrasant la respiration. Ces lieux agissaient comme des lentilles, concentrant la charge affective de milliers de fidèles et l'orientant vers la mer immatérielle, offrant aux puissances en formation des flux d'une densité exceptionnelle. Au cœur de ce dispositif, la peur dominait toute autre émotion. Une foi sereine, débarrassée d'angoisse, laissait dans le warp une empreinte diffuse. La peur, nourrie de culpabilité,
d'attente de châtiment, d'obsession de la faute, sculptaient au contraire des pointes acérées, capables de percer plus profondément la trame immatérielle. Les cultes les plus efficaces, du point de vue du royaume des dieux, n'étaient pas forcément les plus visibles, mais ceux qui emprisonnaient l'âme dans un filet serré de menaces et de promesses conditionnelles. Là où chaque pensée pouvait être jugée, où chaque défaillance intime devenait risque de damnation, la densité de peur produite par une seule existence atteignait un niveau remarquable. Multipliée par des populations entières, elle formait des courants épais, alimentant sans relâche les structures du warp accordées à ces tonalités. Des observations plus tardives montrèrent que les régions où les cultes de la crainte étaient les plus rigides coïncidaient avec des perturbations empyréennes persistantes. Les tempêtes immatérielles se renforçaient aux périodes de pénitence collective, s'apaisaient lors de brèves phases d'exaltation commune. Cela suggérait que les puissances ne se contentaient pas d'être nourries par la peur, mais en modulaient activement l'intensité, contrôlant le flux qui leur parvenait. Une vision accordée à un individu, une coïncidence troublante, un miracle de sauvetage suffisait souvent à ranimer la ferveur quand elle faiblissait. Dans cette perspective, les cultes devenaient des organes de circulation, des dispositifs de régulation. Prêtres, prophètes, figures charismatiques jouaient le rôle de régulateurs de pression, maintenant la peur à un niveau supportable pour l'individu mais rentable pour l'empyrant. Trop de terreur brute menait à la folie stérile ou à la mort, trop peu risquaient d'assécher la source. Il fallait des dogmes complexes, des cycles de faute et de rédemption, des dispositifs de confession et de pardon pour prolonger le mécanisme. Les puissances apprirent à infléchir ces nuances, à ajuster tradition et vision afin d'augmenter leur rendement psychique. Pourtant, la rétroaction dépassait la sphère des cultes déclarés. La peur engendrée par guerre, famine, catastrophe se déversait aussi dans le warp sans médiation théologique. Des populations privées d'institutions se mirent à percevoir l'univers comme fondamentalement hostile, envahi de forces incompréhensibles. Ce désarroi brut créait des nappes de désespoir et de rage facilement captées par les domaines établis. Les puissances les plus habiles insérèrent dans les rêves et les hallucinations des formes simples, des symboles rudimentaires, des promesses de sens ou de revanche. Les masses déracinées furent progressivement ramenées dans le champ du culte, mais sur des bases plus radicales, directement orientées vers les centres fractals de la mer immatérielle. Certaines communautés atteignirent un degré extrême de clôture. Là, chaque battement de cœur, chaque variation de lumière, chaque accident domestique était perçu comme message d'une volonté invisible. Le monde matériel se dissolvait en tissus saturés d'intentions cachées. La peur y devenait atmosphère permanente. Les rituels proliféraient, envahissant chaque geste quotidien, manière d'ouvrir une porte, formules avant de manger, position de sommeil censée repousser les entités nocturnes. Le warp, en réponse, reflétait cette obsession ordonnée, produisant des alignements de phénomènes qui validaient la logique interne du culte. La boucle se refermait si parfaitement qu'aucune intervention extérieure ne pouvait plus y introduire de doute durable. Face à ces systèmes clos, quelques savants clandestins tentèrent de briser la rétroaction. Ils expérimentèrent à petite échelle la diffusion de connaissances plus rationnelles, l'introduction de doctrines moins centrées sur la culpabilité, l'amélioration des conditions matérielles. Parfois, les perturbations empyréennes semblèrent reculer, comme si les tempêtes cherchaient d'autres points d'ancrage. Ailleurs, la baisse temporaire de ferveur fut suivie de crises amplifiées, catastrophes improbables, épidémies fulgurantes, sursauts de violence ramenèrent les populations vers des formes de culte encore plus marquées par la peur, refermant la boucle avec une force accrue. Avec le temps, il devint clair que cette rétroaction ne relevait pas seulement d'une mécanique de flux, mais s'inscrivait dans la mémoire longue du warp. Chaque cycle associant peur, culte, manifestation laissait une structure résiduelle prête à se réactiver. Quand des civilisations entières disparaissaient, leurs rites s'évanouissaient, mais leurs motifs restaient gravés dans l'empyrant, disponibles pour toute configuration similaire de détresse. Des mondes sans contact direct pouvaient ainsi développer des cultes presque identiques, non par diffusion culturelle, mais par résonance. À la veille des grandes ruptures que les chroniques résument en une nuit ancienne,
ces cycles superposés atteignirent ensemble un seuil critique. Dans le warp, l'addition de peurs structurées par des cultes disparus et d'angoisses nouvelles confrontées à la perte des technologies transforma les premières secousses en tempêtes d'ampleur inédite. Ce qui fut ressenti comme une plongée soudaine dans l'obscurité matérielle correspondit, dans le royaume des dieux, à l'accord brutal d'innombrables boucles de rétroaction dont les résonances continuent de vibrer jusque dans les tempêtes actuelles. Dans les dépôts les plus enfouis de Terra, là où la poussière s'est changée en cendres huileuses, le temps que les scribes appellent l'ancienne nuit apparaît moins comme un chapitre que comme un trou béant. Les chronologies dressent des colonnes incomplètes, des aires entières résumées par quelques glyphes de ruines et de silence. Pourtant, dans la mer immatérielle, cette même période n'a rien d'un vide. Elle se présente comme une saturation, un grondement persistant d'échos superposés. Là où les archives hésitent, le warp conserve une densité de résonance qui dément toute idée d'interruption. L'ancienne nuit y est un accord monstrueux de peur, de cultes brisés et de violences en boucle. Dans le registre matériel, les chroniqueurs parlent de tempêtes warp incontrôlables, d'isolement planétaire, d'effondrement de technologies que nul ne savait plus entretenir, de structures politiques disloquées. Les routes de translation, autrefois stabilisées par un minimum de compréhension empirique, devinrent imprévisibles, puis ouvertement suicidaires. Des mondes qui se pensaient centres d'empire se retrouvèrent soudain enclavés, réduits à leurs propres tensions internes. Les mutations psychiques se multiplièrent, donnant naissance à des psycheurs non encadrés, à des noyaux de folie, à des états de possession pour lesquels aucun vocabulaire n'existait encore. Les civilisations humaines, déjà fragilisées par les excès de l'âge de la technologie, se fissurèrent sous la pression conjuguée de la peur, de la paranoïa et de phénomènes inexplicables. Dans la mer immatérielle, cette dispersion apparente révélait une autre image. Les tempêtes de warp ne se présentaient plus comme des perturbations isolées, mais comme des configurations de résonance à grande échelle où d'innombrables boucles psychiques s'alimentaient mutuellement. Une planète sombrant dans la guerre civile traçait dans l'empirant un sillon de cris et de trahisons qui se mettaient à vibrer en phase avec ceux d'autres mondes condamnés à des agonies semblables. Des théories interdites parleraient de véritables ondes stationnaires de souffrance collective où les effondrements distants se synchronisaient, épaississant encore la trame immatérielle. Pour les rares navigateurs et psycheurs capables de traverser cette époque, le warp prit l'aspect d'un champ de ruines en mouvement, jonché de formes agonisantes qui n'étaient pas seulement des entités, mais aussi des fragments de civilisation. Des silhouettes de cités disparues se répétaient à l'infini sous forme de reliefs d'énergie mourante. Des armées détruites depuis des générations continuèrent de marcher, prisonnières de corridors de lumière sale, rejouant sans cesse le même assaut condamné. Ces visions n'étaient ni simples hallucinations, ni présences autonomes, mais des enregistrements psychiques saturés, des récits incomplets faits de défaites sans contexte, de prières projetées vers des cieux qui ne répondaient plus. Dans certaines régions, les tempêtes furent si violentes que la mer immatérielle en fut altérée à long terme. Des segments du warp devinrent de véritables déserts, des étendues où toute activité psychique semblait absorbée, comme si les excès de cette ère avaient consumé jusqu'au substrat apte à porter la conscience. Ailleurs, au contraire, se formèrent des poches d'hyperactivité, des nœuds où la densité d'émotions coagulées atteignait des niveaux critiques. Les puissances en gestation, dont la naissance fractale avait été préparée par des âges de peur et de désirs accumulés, trouvèrent là un terreau idéal pour accélérer leur croissance. L'addition des crises de centaines de peuples fit de l'ancienne nuit une flambée gigantesque dans un milieu déjà saturé de combustible psychique. Sur le plan humain, ces transformations laissèrent une empreinte plus subtile, mais tenace. Des études menées bien plus tard montrèrent que les descendants de populations exposées de plein fouet à ces tempêtes présentaient une fréquence accrue de potentialités psychiques latentes. Ces dispositions s'accompagnaient presque toujours de cauchemars précis, de phobies sans cause apparente, de souvenirs qui ne correspondaient à aucune expérience vécue. Comme si le traumatisme collectif s'était imprimé non seulement dans le warp, mais aussi dans les schémas de maturation de l'esprit humain,
Une sorte d'hérédité empyréenne se transmettait, invisible mais insistante. Des individus vivant sur des mondes pacifiés rêvaient obstinément de ciels lacérés, de plaines de ruines, de clameurs sans visage. Certains mondes restés isolés durant toute la durée de l'ancienne nuit offrent, dans leurs vestiges, des indices plus concrets de cette adaptation forcée. On y découvre des complexes religieux souterrains, des réseaux de salles protégés par des symboles dont la géométrie reproduit étrangement d'anciens schémas de stabilisation warp. Sans disposer de la science perdue qui avait jadis permis ces dispositifs, des communautés cernées par la tempête avaient, par essais successifs et sélection des pratiques les moins mortelles, développé des rites et des architectures capables d'amortir les secousses empyréennes. Dans la mer immatérielle, ces enclaves produisaient de minuscules bulles de cohérence, des zones de calme relatif prises dans le tumulte général. Certaines persistèrent assez longtemps pour laisser dans le warp des cavités de silence qui survécurent à la destruction matérielle de leur sanctuaire. Ces cavités se manifestent encore parfois pour les navigateurs du temps impérial comme des trous noirs psychiques, des régions où les pensées se font plus claires, où les voies du warp se taisent partiellement, mais au prix d'un sentiment aigu d'absence fondamentale. Elles agissent comme des brèches inverses dans le royaume des dieux, rappelant que même au paroxysme de l'ancienne nuit, des groupes cherchèrent non pas à alimenter les puissances, mais à leur refuser tout point d'ancrage. Pourtant, ce refus même devint exploitable. Les puissances apprirent à contourner ces zones, à les comprimer, à les utiliser comme des murs de déviation contre lesquels faire ricocher d'autres flux, tirant profit de la géométrie de la résistance. Plus tard, des savants impériaux, travaillant en secret sur les modèles d'activité du warp, remarquèrent que les échos de cette époque ne se limitaient pas à des souvenirs figés. Ils se manifestaient également comme des schémas de récurrence. Quand une région de la galaxie commençait à connaître isolement croissant, dégradation des communications astropathiques, prolifération de phénomènes psychiques incontrôlés, les cartes empyréennes révélaient une tendance inquiétante. Les motifs observés reproduisaient à une échelle plus restreinte ceux qui avaient dominé durant l'effondrement ancien. Comme si la mer immatérielle, saturée par ce précédent, était encline à rejouer indéfiniment la même séquence de désagrégation. Pour les gouverneurs mis dans la confidence, la véritable menace n'était plus seulement l'inconnu, mais le retour d'une forme déjà éprouvée de chute. L'empreinte la plus profonde de l'ancienne nuit réside cependant dans la manière dont elle a achevé de remodeler la relation entre l'humanité et les puissances. Avant cette ère, la plupart des cultes orientaient peur et espoir vers des entités encore diffuses, perçues sous des figures multiples et changeantes. Au fil des siècles de ruines, les réponses venues du warp se firent plus nettes, plus répétitives. Dans les rêves de chefs de guerre affamés, de prophètes épuisés, de sorciers isolés, revinrent les mêmes schémas, les mêmes symboles recombinés. Des doctrines convergentes émergèrent indépendamment, vouant la violence, le changement, l'excès ou la décomposition à des forces distinctes. Même fragmentaires, ces doctrines montraient que le royaume des dieux, saturé par les flux de l'ancienne nuit, avait franchi un seuil. Il parlait aux mortels avec une cohérence nouvelle, capable de réitérer ses motifs d'un monde à l'autre. Lorsque vinrent plus tard les premières campagnes de reconquête, les flottes impériales durent traverser des zones de warp où la mémoire de cette nuit demeurait active. Astropathes et navigateurs y percevaient des surimpressions d'anciens cris, de batailles disparues, de supplications adressées à des dieux que l'orthodoxie refusait de nommer. Chaque translation à travers ces régions équivalait à une traversée d'archives vivantes où la souffrance ancienne continuait de vibrer. C'est au cœur de ce vacarme que commencèrent pourtant à se dessiner les premiers couloirs d'apaisement anormal, des segments où les tempêtes semblaient soudain se déporter, comme repoussées par une volonté étrangère au jeu ordinaire des puissances. Ces enclaves de stabilité, apparues autour d'un monde ravagé qui deviendrait plus tard le centre d'un nouvel ordre, marquaient le début d'un autre agencement, l'entrée en scène d'une présence décidée à tailler dans la masse des échos de l'ancienne nuit des chemins praticables, prélude à l'édification d'un empire et à un affrontement prolongé avec le royaume des dieux. Dans les profondeurs du warp, l'apparition de celui que l'humanité nommera l'empereur se signala d'abord par un manque, non par une lueur. Là où les puissances s'épanouissaient dans le tumulte des passions,
une zone de moindre résonance se forma autour du berceau humain, comme si une main invisible avait commencé à lisser les vagues. Les psycheurs qui sondèrent plus tard ces aires reculées ne trouvèrent pas une silhouette, mais un silence compact, une région où les voix du royaume des dieux semblaient soudain assourdies, déviées par une volonté refusant d'adopter une forme reconnaissable. Lorsque les guerres d'unification ravagèrent Terra, le Warp enregistra surtout une réorientation des cris. Massacres, purges et exterminations continuaient d'alimenter les anciens domaines de la violence et du désespoir, mais les flux qui montaient de ce monde paraissaient contraints, alignés sur un axe unique. Les entités empyréennes les plus lucides ne perçurent pas la naissance d'un dieu de plus, mais l'irruption d'une volonté utilisant la même matière psychique qu'elle pour y imposer un schème étranger. Primauté de l'ordre, réduction des cultes rivaux, recentrage de toute signification sur le destin de l'espèce. Dans le réel, cela prit la forme de la vérité impériale, doctrine se présentant comme délivrance des superstitions. Dans la mer immatérielle, ce fut un changement de texture de la peur. Les anciens cultes produisaient des flux d'adoration fortement dirigés, faciles à capter pour les puissances. En niant les dieux, la nouvelle orthodoxie tenta de disperser ces flux dans une loyauté abstraite envers l'unité et le progrès. Les temples furent vidés, les idoles détruites, mais dans le Warp, cela ne signifia pas effacement. Les schémas de vénération furent écrasés, aplatis en fidélité administrative, tandis qu'émergeait une tonalité nouvelle, faite d'obéissance froide, de crainte rationalisée de la faute politique. Au centre de cet agencement, l'empereur agissait comme singularité psychique. Psycheur d'une amplitude incomparable, il projetait dans le Warp une présence diffuse et volontairement non anthropomorphe. De rares témoins empyréens parlèrent plus tard d'une architecture de lumière fixe, géométrique, entourée d'un vide intentionnel. Cette structure ne faisait pas que repousser les assauts des puissances, elle imposait à la mer immatérielle environnante un rythme, une pulsation régulière qui tendait à défaire les nœuds d'extase et de superstition. Sur Terra, ce rythme se matérialisa sous la forme du grand phare psychique. Dans l'Empyrant, il devint une sorte de métronome autour duquel les courants locaux durent se réorganiser. Cette volonté ne se contentait pas de discipliner le Warp, elle cherchait à le rendre contournable. Dans les profondeurs de Terra, des projets secrets visaient à ouvrir pour l'humanité des passages protégés, soustraits aux caprices de la mer immatérielle. La tentative d'appropriation d'une antique structure étrangère, dont les ruines seraient plus tard associées à un siège interminable, procédait de ce désir, substituer à la translation nue un réseau clos où aucune puissance ne pourrait interposer ses architectures de tentation ou de terreur. L'effondrement brutal de cette entreprise, marqué par l'irruption du Warp au cœur même du dispositif, révéla les limites de tout silence imposé. La mer immatérielle refusait d'être tenue à l'écart. Toute prétention à l'inviolabilité y devenait une fissure. Des récits apocryphes situent l'origine de cette figure à une époque très ancienne, où les premiers psycheurs humains périssaient sous les prédations du Warp. Ils évoquent un pacte de chamans, une agrégation d'âmes décidées à se fusionner pour former un gardien de l'espèce. Si ces bribes contiennent une part de vérité, l'empereur serait alors un produit singulier de la même dynamique qui engendre les dieux. Une condensation psychique façonnée pour résister plutôt que pour se repaître. Dans cette perspective, son refus explicite de la divinisation apparaît comme une tentative consciente de rompre avec la logique des trônes de la ruine, tout en utilisant une substance mentale apparentée. Dans l'ordre qu'il édifia, ce refus prit la forme d'une répression méthodique de tout culte qui lui serait adressé. Les armées portant ces couleurs furent élevées dans une fidélité présentée comme purement rationnelle. Les psycheurs indispensables à la communication et à la navigation furent enfermés dans des cadres de contrôle d'une rigueur inédite, traités comme des instruments nécessaires mais dangereux, tenus à distance des foules et des liturgies. Chaque esprit non surveillé était compris comme une ouverture directe sur le royaume des dieux, une bouche par laquelle les puissances pouvaient murmurer. En réduisant ces canaux, en normant leur usage, l'empereur espérait diminuer la capacité du Warp à inscrire ses motifs dans les structures sociales humaines. Mais aucun dispositif n'abolit totalement les retours.
À mesure que la vérité impériale étendait son emprise, les contradictions de ce projet se reflétèrent dans la mer immatérielle autant que dans le réel. Chaque campagne de conquête, chaque pacification par l'extermination, chaque décision sacrifiant des populations entières au nom d'un futur unifié produisait des vagues d'émotions impossibles à aplatir complètement. Les domaines de la violence, du changement et du désespoir continuaient de se nourrir de ces flux malgré le bannissement de leur nom. Sous la trame imposée par le phare psychique persistaient des courants souterrains de rancœur, de besoin de sens, de soif de reconnaissance spirituelle. Les premières fissures se dessinèrent au sein même des instruments de cet ordre. Certains guerriers conçus pour être les prolongements dociles de la volonté impériale commencèrent à percevoir, dans le warp, des alternatives se présentant non comme des dieux, mais comme des révélations et des alliés. Les puissances apprirent à se glisser dans les interstices du silence doctrinal, à utiliser la sévérité de la négation comme contraste rendant leurs offres plus attirantes. Là où tout langage religieux était proscrit, il devenait plus difficile de nommer clairement ce qui surgissait sous forme de visions adaptées aux doutes et aux blessures. Lorsque l'empereur fut cloué à son trône d'or, maintenu dans une demi-vie par l'appareil qu'il avait contribué à concevoir, le warp enregistra une inflexion nouvelle. La présence qui avait agi activement pour lisser les vagues se figea en piliers souffrants, phare persistante dont la volonté consciente se fragmentait en tâches de survie. Autour de Terra, un couloir d'ordre relatif subsista. Au-delà, les puissances purent déployer plus librement les motifs longtemps mûris sous le couvert de la vérité impériale. Dans le même temps, l'humanité, privée de la parole claire de son fondateur, commença à réinterpréter sa figure. Ce qui avait été prêché comme allégeance rationnelle se transforma peu à peu en culte explicite. Des basiliques surgirent, des liturgies furent composées, des images consacrèrent les traits de celui qui avait refusé d'être nommé Dieu. Dans la mer immatérielle, cette conversion se traduisit par un afflux massif de dévotion orientée par la constitution du plus vaste réservoir de foi centralisé que l'espèce eût jamais produit. Le projet de tarir à la source, la matière émotionnelle nourrissant les puissances, engendra ainsi, par renversement, un nouveau centre d'attraction empyréen, ambigu, dressé contre les trônes de la ruine tout en obéissant à leurs lois de condensation. Tandis que les croisades menées en son nom traçaient dans le warp des sillons de sang et de ferveur, la galaxie immatérielle se recomposait autour de cette présence à demi silencieuse, prise elle-même dans la logique qu'elle avait voulu contraindre. Les grandes campagnes menées au nom de l'empereur, qu'elles soient proclamées croisades glorieuses ou simples opérations de pacification, apparurent dans la mer immatérielle comme une nouvelle phase de stratification. Chaque monde conquis, chaque cité réduite au silence, chaque culture brisée sous l'aigle bicéphale traçait un sillage de lumière sanglante dans le warp, un trait qui ne s'effaçait pas avec le retrait des flottes. Ce que les chroniques décrivaient comme unification, conformité, restauration de l'ordre se lisait dans l'empirant, comme l'apparition de méridiens de souffrance reliant des points autrefois isolés. Des secteurs entiers se retrouvèrent enveloppés d'une trame nouvelle, tissée de cris comprimés, de serments forcés, de prières rentrées, superposées aux cicatrices anciennes de l'ancienne nuit. Au commencement des croisades, la certitude conquérante des légions produisit dans le warp une tonalité singulière. Issue des forges génétiques et des mondes guerriers, ces armées avançaient avec la conviction d'inscrire l'humanité dans un dessein rationnel. Cette foi profane engendrait des arcs d'intention d'une rectitude inhabituelle, reliant Terra au front lointain comme des vecteurs d'obéissance tendus à travers l'empirant. Pourtant, dans ces lignes droites, chaque bombardement orbital, chaque reddition imposée par la terreur, chaque extermination méthodique semait des charges émotionnelles soumises aux anciennes lois des puissances. L'illusion d'une guerre purement séculière ne changeait rien au fait que colère, jubilation meurtrière et désespoir des vaincus allaient alimenter les domaines voués à la violence et à la ruine. L'Empire se rêvait fondé sur la raison. Sa matière psychique suivait les courbes immémoriales du royaume des dieux. Avec le temps, les croisades cessèrent d'être des événements exceptionnels pour devenir un mode habituel de penser l'expansion, puis la survie même de l'impérium.
Chaque nouvelle campagne reprenait les mêmes litanies, les mêmes proclamations, les mêmes gestes rituels. Dans la mer immatérielle, cette répétition agissait comme un cantique sans fin, une modulation renforçant les motifs déjà inscrits. Les bénédictions de bataille, même formulées dans un langage officiellement débarrassé de superstitions, alignaient les esprits sur un axe de crainte et d'ardeur. Les exécutions exemplaires produisaient de longues répliques de terreur collective. Les mondes jugés irrécupérables, livrés au feu orbital ou à des armes plus obscures, devenaient dans le warp des gouffres ponctuels, des puits de gravité spirituelle vers lesquels dérivaient culpabilité, rage et regrets errants, attirant à eux des fragments de mémoire brisés. À mesure que l'impérium se figeait dans une posture défensive, multipliant les croisades dites de reconquête, la galaxie se couvrit de fronts où la guerre ne connaissait plus ni commencement ni terme discernable. Des lignes taillées à travers continents et systèmes se stabilisèrent comme des rituels. Dans le Warp, ces lieux prirent l'aspect de plaines saturées de brume rouge, où des silhouettes sans traits répétaient indéfiniment les mêmes gestes de massacre, leurs mouvements calés sur des rythmes presque liturgiques. Les astropathes évoquent des transmissions forcées de traverser des couloirs de hurlements muets, comme si l'espace entre deux mondes belligérants s'était changé en ossuaire sonore peuplé d'échos sans corps. Chaque tir d'artillerie, chaque charge désespérée venait ajouter une nuance à ces paysages, épaississant peu à peu les strates d'hostilité, jusqu'à ce que la simple pensée de ces lieux suffise à déclencher des frissons dans la conscience empyréenne. Les massacres civils accomplis au nom de la pureté doctrinale eurent un effet différent, mais complémentaire. Là où les champs de bataille se chargèrent de rage active, purges, famines organisées et déportations façonnèrent des nappes plus lentes, plus lourdes, de désolation résignée. Des quartiers murés, des populations vouées à une extinction planifiée produisirent dans l'empirant des lacs de chagrin stagnants que les puissances liées à la pourriture et à l'abandon surent exploiter. Ces zones moins éclatantes fournissaient la stabilité affective d'un socle monotone sur lequel les tempêtes plus visibles pouvaient se déployer. Sans ces couches d'âmes usées, écrasées sans éclat par des décisions lointaines, la fureur des fronts serait restée une succession d'éclats isolés. Avec elle trouva une profondeur et une continuité. Les croisades dirigées contre les cultes dissidents dessinèrent dans le Warp une ironie plus subtile. Chaque temple profané, chaque idole brisée, chaque texte brûlé au nom du culte impérial libérait les motifs qui y avaient été tissés. Dans la mer immatérielle, la destruction ne signifiait pas effacement, mais détachement. Structures de prière, de peur et d'espérance se déliaient de leur support matériel pour devenir des nuages mobiles, prêts à se condenser ailleurs lorsque des conditions analogues se présenteraient. Certains systèmes, conquis, perdus puis reconquis, devinrent ainsi des nœuds de densité empyréenne où se superposaient plusieurs strates de mémoire sanglante. Les psychers y rapportent des visions de batailles anachroniques où armures disparues marchent aux côtés de silhouettes actuelles, où des slogans oubliés se mêlent aux cris modernes. Dans ces nœuds, le moindre conflit suffit à rallumer des couches anciennes, provoquant des flambées disproportionnées, comme si la réalité matérielle n'était plus qu'une pellicule posée sur une masse prête à s'embraser. La densification du royaume des dieux ne se limita pas aux combats ouverts. La simple inertie de l'appareil impérial, l'attente interminable dans les files de rationnement, le travail répétitif des manufactures cyclopéennes, la peur sourde de la dénonciation, la conviction que nul appel ne serait entendu, tout cela forma un fond continu de frustration étouffée. Dans le Warp, cette atmosphère se traduisit par des brumes grises, des couloirs sans fin, des architectures mentales où des foules d'ombres avançaient sans issue. Ainsi, dans une galaxie saturée de sang, de prières et de silences forcés, le Warp présenta des zones d'une compacité nouvelle, offrant aux puissances de la violence, du changement, de l'excès et du pourrissement des assises plus stables, tandis que chaque victoire proclamée de l'Imperium consolidait en secret les fondations invisibles de ses propres adversaires immatériels. Autour du trône doré, enfoui dans les couches minérales de Terra, s'étend un domaine fait de vies qui ne seront jamais nommées. L'édifice colossal que les chroniques décrivent comme machine de survie et phare psychique repose en réalité sur une masse innombrable de corps, d'esprits et de journées épuisées.
Ces serres invisibles, absorbées par les infrastructures cyclopéennes qui encerclent le siège de l'empereur, forment la couche profonde d'un système dont la surface seulement est composée de marbre, de bannières et de formules solennelles. Parmi ces existences sacrifiées, les Psykers destinés à nourrir directement le trône occupent la zone la plus exposée. Arrachés à leur monde par les vaisseaux noirs, convoyés à travers le Warp comme une cargaison de flammes enchaînées, ils arrivent sur Terra déjà brûlés par les courants empyriens. Dans les cryptes les plus proches du siège, des rites standardisés les réduisent lentement à un flux utilisable, jusqu'à ce qu'il ne subsiste d'eux qu'un reste de chair et une dernière vibration de peur ou de ferveur aussitôt absorbée. Superposées au fil des générations, les trajectoires de ces âmes convergeant vers un même point ont dessiné autour de Terra une couronne psychique, un halo de cris amortis et de renoncements étirés. Vu depuis le Warp, le système de sol apparaît comme une zone de clarté paradoxale, bordée d'un anneau d'obscurité dense. Clarté, parce que le phare du trône impose une cohérence locale aux courants empyriens. Obscurité, parce que la masse d'émotions exsangues qui l'alimente forme un écran silencieux de fatigue. Autour de ce noyau consumant, une armée plus vaste encore veille à ce que nul conduit ne se rompe, nul sceau ne faiblisse. Technoprêtres et technocères, souvent greffés à leurs outils, parcourent sans fin les intestins de l'édifice, cavernes de câbles, puits de refroidissement, galeries de plaques sanctifiées par la rouille et l'encens. Leur existence entière se résume à vérifier des liaisons, remplacer des segments de chair technoformés, psalmodier des litanies de maintenance calées sur les pulsations sourdes de la machine. Plus loin du cœur incandescent mais toujours pris dans son champ, d'innombrables scribes, administratifs et logisticiens veillent au flux de ressources qui maintient le trône et tout ce qui en dépend. Rations, contingents, pièces de rechange, reliques technologiques arrachées à des mondes lointains sont sans cesse comptés, réaffectés, acheminés vers Sol. Les bureaux où s'effectue ce labeur sont saturés de sceaux impériaux, de maximes pieuses et de portraits idéalisés du maître invisible, de sorte que le travail s'y confond avec le culte. Pour ces fonctionnaires qui ne verront jamais la salle du trône, celui-ci n'existe le plus souvent qu'en tant qu'idée abstraite, mais leurs pensées se tendent vers lui sous forme de formulaires, de serments, de prières administratives traduites en quotas. Dans le Warp, cette multitude de micro-décisions compose un réseau de lignes fines, reliant la périphérie au centre. Plus près encore du siège, sous la lumière filtrée des projecteurs rituels, vivent des communautés entières qui ne connaissent d'autre horizon que les parois vibrantes de ce sanctuaire mécanique. Elles nettoient des sols chargés de poussière toxique, polissent des plaques cérémonielles, veillent sur des reliquaires remplis de fragments de câbles ou de métal supposés avoir touché le trône. Autour de tâches minuscules naissent des légendes, des cultes latéraux, faits de respect superstitieux pour un couloir épargné par les accidents, pour un outil ancien demeuré fiable. Vu depuis le Warp, cette somme de fatigue, de crainte et d'espoir forme autour de Terra la silhouette d'un astre inversé, point de convergence des attachements humains où fidélité et ressentiment, foi et lassitude se mêlent en motifs instables porteurs d'avenirs inavoués. Autour du trône doré, enfoui au cœur de Terra, s'étend un domaine presque entièrement fait de vies qui ne seront jamais citées dans les litanies. L'édifice décrit comme machine de survie et phare psychique repose sur une masse innombrable de corps et d'esprits dont aucun registre n'honore le nom. Ces serres invisibles, dissous dans les infrastructures colossales qui ceinturent le siège de l'empereur, forment la couche profonde d'un système dont la surface seulement est faite de marbre, d'or terni et de symboles officiels. Dans le Warp, leur présence ne se manifeste pas par des éclats distincts, mais par une rumeur continue, un fond de lassitude sacrée qui soutient silencieusement la lumière du centre. Parmi ces existences englouties, les Psykers voués à l'alimentation directe du trône occupent la strate la plus consumée. Arrachés à leur monde par les vaisseaux noirs, transportés comme une cargaison de flammes enchaînées à travers le Warp, ils arrivent sur Terra déjà entamée par les courants empyriens. Dans les cryptes proches du siège, ils sont triés, calibrés, guidés par des corridors saturés de sceaux d'occultation jusqu'aux chambres d'absorption. Là,
Des rites standardisés les réduisent progressivement à un flux utilisable, jusqu'à ce qu'il ne reste d'eux qu'un résidu de chair et un dernier éclat de peur ou de ferveur confondus, aussitôt capté par la trame lumineuse qui enveloppe l'empereur. Superposées au fil des générations, ces trajectoires d'âmes convergentes ont dessiné autour de Terra un halo de cris amortis, une couronne psychique faite de renoncements étirés. Autour de ce noyau consumant gravite une armée plus vaste encore de serviteurs chargés de maintenir la moindre articulation de l'ensemble. Technoprêtres et technoserfs, souvent greffés à leurs outils, parcourent sans relâche cavernes de câbles, puits de refroidissement, galeries de plaques sanctifiées. Leur existence entière se résume à vérifier des liaisons, remplacer des segments organo-mécaniques, psalmodier des litanies de maintenance dont le rythme se cale sur les pulsations sourdes de la machine. Dans la mer immatérielle, ces vies répétitives produisent un bourdonnement monotone, une vibration de dévotion utilitaire et d'épuisement qui stabilise, comme une basse obstinée, les décharges plus violentes des sacrifices psycheurs. Plus loin du cœur incandescent, mais toujours dans son champ, une multitude de scribes, logisticiens et administratifs veillent au flux de ressources qui nourrit le trône et les institutions qui en dépendent. Rations, effectifs, composants, reliques technologiques arrachées à des mondes lointains sont sans cesse comptés, réaffectés, acheminés vers Sol. Les bureaux où s'effectue ce labeur sont saturés de sceaux impériaux, de maximes pieuses, de portraits stylisés de l'empereur, de sorte que le travail y devient culte sans être nommé ainsi. Pour ces employés qui ne verront jamais la salle du trône, celui-ci n'existe souvent qu'en tant que concept lointain, mais leurs pensées se tendent vers lui sous forme de formulaires, de quotas, de prières administratives traduites en chiffres. Dans le Warp, cette somme de micro-décisions compose un réseau de lignes fines reliant les mondes périphériques au centre, chacune vibrant faiblement de la conviction que servir la machine, c'est soutenir l'ordre du cosmos. Avec le temps, ces populations de serfs, de techniciens, de sacrifiés et de scribes ont engendré, par simple répétition de leurs peurs et de leurs tâches, des traditions spécifiques presque ignorées des hautes autorités. Dans les interstices du dogme impérial naissent de petits cultes latéraux, vénération d'un outil ancien resté fiable, respect superstitieux pour un couloir épargné par les accidents, légende chuchotée au sujet d'un psycheur qui aurait souri au moment de sa consommation. Ces micro-mythologies, dérisoires à l'échelle de l'Empire, forment dans le Warp un tissage délicat de motifs secondaires. Dans les inventaires les plus secrets de L-Inquisition et du Mechanicus apparaît une catégorie d'objets plus discrète que toutes les autres, désignés par des périphrases variables, mais renvoyant toujours à la même étrangeté silencieuse. Ce sont des fragments, des pierres, des plaques, des morceaux de métal ou de bois qui semblent dépourvus de toute aura, qui échappent à la fois aux auspex, aux rites de consécration et aux taxinomies liturgiques. Ils ne brillent pas, ne brûlent pas l'esprit, ne déclenchent ni possession ni extase. Pourtant, lorsque on tente réellement de les considérer comme de simples débris, une résistance subtile se manifeste, comme si ces objets refusaient obstinément d'entrer dans le champ ordinaire de la mémoire. On dit d'eux qu'ils ne projettent pas de ombre, non parce qu'ils seraient immatériels, mais parce qu'ils semblent détourner sur eux la lumière de attention pour mieux la dissiper. Pour les archivistes, ces reliques furent longtemps rangées parmi les éléments inertes, jusqu'à ce que certains épisodes de retour hérétique ou de dérive doctrinale soient corrélés avec obstination à leur présence silencieuse. Une tablette brisée conservée dans la crypte D, un monde jadis purgé, un fragment des autels utilisé comme simple pierre de fondation dans un palais administratif, une idole ébréchée remisée au fond des dépôt, tous ces restes se retrouvaient au centre de zones où renaissaient des croyances que on pensait effacer depuis des générations. Lorsque des psycheurs furent amenés à les sonder, ils décrivirent presque toujours la même expérience de angle mort. Leur sens empyrien glissait le long des parois, accrochait LR et les supports proches, mais butait au centre sur une absence compacte qui ne ressemblait ni au calme ni au vide. Certains évoquèrent la sensation D, un gouffre réduit à la taille D, un grain de poussière, d'autres celle d'un rêve aussitôt oublié dès que on tente de s'en souvenir.
Les savants du Mechanicus tentèrent d'aborder ces anomalies sans accorder crédit aux récits symboliques. En exposant certains de ces objets à des faisceaux d'Auspex, ils relevèrent de légères déviations dans la propagation des ondes, comme si une pellicule déphasée enveloppait la matière et forçait les flux à la contourner plutôt qu'à la traverser. De là naquit l'hypothèse de micronœuds de phase inversée, où l'activité warp circulerait en boucle close, sans rayonnement vers l'extérieur. Ces modèles, imparfaits, rendaient cependant compte d'un fait constant. Autour de ces reliques, les esprits semblaient contraints de compenser l'absence de contenu discernable par une production accrue de sens. Un prêtre chargé de garder un éclat d'idole déclaré inoffensif se surprenait à inventer des récits qui auraient pu justifier jadis un tel objet. Un scribe affecté à un dépôt de fragments anonymes élaborait sans le vouloir la doctrine manquante censée les expliquer. La relique ne contenait plus l'hérésie passée, mais imposait la forme un manque que la pensée contemporaine se chargeait de remplir, guidée par des résonances que nul ne percevait clairement. Face à ce danger diffus, certains ordres entreprirent de rassembler ces reliques dans des voûtes de confinement, espérant qu'en les isolant, ils en réduiraient l'influence. Dans ces salles scellées, gardées par des protocoles de silence absolu, les objets sont rangés sous des cloches de chant et étiquetés par des codes qui ne disent rien de leur origine. Pourtant, dans la mer immatérielle, ces amas se répondent à de vastes déserts d'images, comme si chaque fragment muet était le clou d'un monument d'oubli. Dans la mer immatérielle, là où les flux d'émotions et de pensées se superposent jusqu'à perdre toute référence immédiate au réel, se dressent des formes qui ne sont ni de simples tempêtes, ni des entités individualisées. Ce sont des monuments mémoriels, architecture d'empreintes psychiques façonnées par l'accumulation de souvenirs collectifs. Ils ne sont pas bâtis par des mains visibles, mais agrégés par la répétition obstinée de certaines images, de certains récits et de certaines douleurs. Chaque fois qu'un épisode de violence extrême, de dévotion fanatique ou de perte irréparable est rappelé, célébré ou maudit, une fine couche de substance empyréenne se dépose autour de l'empreinte initiale. À la longue, ces dépôts forment des structures stables, perceptibles pour les esprits exposés au warp avec suffisamment de discipline ou de malchance. Ces monuments se distinguent des reliques matérielles par leur nature entièrement immatérielle. Là où les fragments sans ombre cristallisent l'oubli et la lacune, ces constructions condensent au contraire l'insistance de la mémoire. Elles se présentent parfois comme des nécropoles de lumière, des colonnades translucides, des places immenses où flottent des bannières composées d'images figées. D'autres fois, elles prennent la forme de spirales d'écho, d'escaliers suspendus où chaque marche porte la résonance d'un nom disparu. Les psycheurs et navigateurs qui les approchent rapportent des expériences où vision et absorption se confondent. Ils n'ont pas seulement l'impression de voir ces lieux, mais d'être brièvement incorporés à la foule anonyme qui les habite. Ces architectures ne naissent presque jamais d'un événement isolé. Elles résultent de la conjonction d'un fait matériel et de son traitement par des sociétés entières. Une bataille totale, une extinction planétaire, un martyre exemplaire ne suffisent pas. Il faut encore que ces faits soient remémorés, ritualisés, transmis, que leurs contours soient repris dans des chants, des homélies, des processions, des calendriers de commémoration. Chaque office de deuil, chaque chronique récitée, chaque liste de noms égrenés renforce la forme déjà esquissée dans le warp, comme un pinceau revenant sans cesse sur les mêmes lignes. C'est ainsi qu'autour de certains épisodes, des complexes mémoriels gigantesques se dressent, nourris par des générations qui n'en connaissent plus que des versions simplifiées. L'Imperium, avec son obsession de la martyrologie et des victoires sacrées, alimente en permanence ce type de construction. Autour de figures centrales de la foi se dressent des cathédrales empyréennes bâties de récits entremêlés où se superposent couches de gloire, de sacrifice, de repentir. Les pèlerinages accomplis dans le réel tracent parallèlement, dans le warp, des chemins plus subtils reliant ces monuments entre eux, dessinant une carte de la mémoire impériale que certains ordres astropathiques ont appris à utiliser comme réseau de repères. Mais d'autres monuments, plus discrets, se forment autour des défaites niées, des hérésies écrasées, des extinctions soigneusement tues. Ceux-là prennent souvent l'allure d'espaces inverses, autels renversés,
processions figées tournant le dos au trône consacré, salles d'ombre construites à partir de prières interdites. Ces architectures influencent subtilement trajectoires et esprits. Traverser une région saturée de mémoriaux de croisades accroît la propension des équipages à relire le présent à la lumière du sacrifice glorifié. Croiser un domaine bâti sur des renoncements produit lassitude, abattement, tentation de laisser les choses se défaire. Avec le temps, les monuments perdent en netteté ce qu'ils gagnent en étrangeté, devenant ruines du warp où les visages se floutent et les inscriptions se dissolvent. Pourtant, ils continuent d'imprimer leur courbure dans les rêves de certains individus qui se réveillent en porteurs d'images, de mélodies ou de phrases sans origine claire, vecteurs involontaires par lesquels ces mémoires collectives retrouvent épisodiquement un ancrage dans la matière. Ainsi, le warp n'oublie jamais. Dans certains registres clandestins, une catégorie de figures apparaît à la marge des typologies habituelles des saints, des hérétiques et des possédés. On les désigne parfois comme les prophètes sans corps, êtres dont les vies n'ont laissé derrière elles aucune tombe, aucune relique tangible, mais une empreinte tenace dans la mer immatérielle. Les archives matérielles les mentionnent à peine, sous des sobriquets locaux ou des notes de disparition, puis la trace se dissout dans un rapport de destruction ou une simple omission. Dans le warp, cependant, leurs absences dessinent des silhouettes d'une netteté paradoxale. Là où les grandes figures canonisées deviennent des statues de lumière entourées de chants, ces prophètes apparaissent plutôt comme des lignes de force, des inflexions du flux psychique que rien ne parvient ensuite à redresser complètement. Leur singularité tient d'abord au contexte où ils surgissent. On les voit émerger sur des mondes saturés de mémoire, recouverts de couches de récits saints et d'anciennes hérésies, là où l'air même semble épaissi par des siècles de prières contradictoires, de croisades et de purges. Dans ces lieux, les monuments mémoriels visibles et invisibles s'entassent. Le warp se plisse sous le poids de souvenirs incompatibles et il suffit parfois d'un esprit plus perméable que les autres pour que ces couches commencent à se parler à travers lui. Ces prophètes n'ont souvent aucune intention de fonder un culte ni de renverser l'ordre établi. Leur psychisme, plus ouvert que la moyenne, capte des flux qui traversent depuis longtemps leur monde sans trouver de bouche adéquate. Ils rêvent de lieux qu'ils n'ont jamais visités, décrivent avec précision des batailles oubliées, entendent dans les silences des liturgies officielles des phrases manquantes qu'ils se mettent à prononcer sans savoir d'où elles viennent. Autour d'eux, les auditeurs reconnaissent confusément quelque chose de familier, non parce qu'ils auraient déjà entendu ces mots, mais parce que ceux-ci épousent les courbures latentes de souvenirs collectifs qui n'avaient jamais trouvé de forme. Dans la mer immatérielle, le passage de ces voix agit comme une stimulation sur des monuments mémoriels assoupis qui se remettent à vibrer, à projeter des images et des trajectoires vers la surface du réel. La disparition matérielle de ces figures suit rarement une trame claire. Certains sont officiellement exécutés, mais leurs corps sont aussitôt brûlés, dissous ou recyclés dans des circuits anonymes. D'autres se perdent dans les transferts sans fin de la bureaucratie inquisitoriale jusqu'à ce qu'une note marginale signale une mort sans lieu de sépulture. Quelques-uns disparaissent littéralement, avalés par des effondrements de chapelles, des incendies soudains, des phénomènes empyriens trop brefs pour être classés comme manifestations stables. Dans chaque cas, il ne reste ni tombe ni relique autour desquelles un culte local pourrait se cristalliser. Dans le warp, pourtant, leur silhouette se précise à mesure que le souvenir matériel se dissout. Libérés du poids des processions, des icônes et des réécritures, leurs figures se condensent en schèmes de circulation. Ils deviennent des trajets plutôt que des statues, des vecteurs reliant entre eux des monuments mémoriels hétérogènes, faisant communiquer sanctuaires impériaux, contre-mémoriaux hérétiques et nécropoles de gloire oubliées. Aux yeux de certains inquisiteurs, leurs paroles répétées sur des mondes sans lien apparent constituent la preuve que quelque chose, dans la mer immatérielle, se sert de ces bouches éphémères pour tisser une continuité doctrinale discrète. Plutôt que de tenter en vain de capturer les porteurs, toujours remplaçables, quelques ordres ont cherché à localiser les nœuds mémoriels que leur voix semblait rallumer, espérant qu'en contrôlant ces architectures invisibles, ils affaibliraient les futures résurgences. Le plus souvent, ces efforts n'ont laissé que des cartes incomplètes seules.
Dans la théologie rigide de El Imperium, le mot saint semble désigner une catégorie claire, presque comptable, destinée à ranger certains destins exceptionnels dans un panthéon de vertus dûment répertoriées. Dans la mer immatérielle pourtant, cette appellation recouvre une réalité plus incertaine. Vu depuis le warp, un saint N est ni simplement un favori du trône, ni un instrument docile des puissances, mais un nœud de résonance où l'intensité D, une existence infléchit les architectures mémorielles environnantes. Sa trajectoire ne laisse pas seulement une icône, mais une série de déformations dans la texture empyréenne, des courbures qui redirigent les flux de peur, de ferveur et d'espérance vers un motif plus resserré. Les hagiographies officielles recouvrent cette complexité D, un vernis doctrinal, réduisant la figure à elle incarnation pure D, un aspect de la volonté impériale. Pourtant, là où ces êtres ont vécu et péri, les monuments mémoriels préexistants se trouvent reconfigurés, ossuaires de défaites partiellement transmutées en salles de martyrs actifs contre mémoriaux hérétiques traversés par des colonnes de lumière qui n'effacent pas l'ancien récit, mais en altèrent la lecture. Le saint authentique ne supprime pas les mémoires antérieures, il les réoriente, introduisant une note qui permet à certaines intensités de se recomposer autour d'un centre plus stable, parfois seulement tangent au projet humain proclamé. À l'autre extrémité apparente du spectre se tient le paria, être dont la simple présence fait refluer la mer immatérielle. Dans les traités techniques les plus dissimulés, ces individus sont décrits comme porteurs d'une fréquence contraire, d'une absence de signature psychique qui agit dans le warp comme une zone locale des annulations. Là où un saint densifie les flux, le paria les dissout, brise les lignes de force, ouvre des interstices de silence cru au cœur même des grandes architectures divines. Les entités du royaume des dieux ressentent leur approche comme une brûlure négative, non pas un feu, mais un manque de combustible. Autour de eux, les monuments se troublent, les domaines perdent leur contour, les voix se taisent faute de support. Pour El Imperium, ces êtres sont à la fois armes et avertissements. Leur capacité à neutraliser manifestation et possession les rend précieux sur les champs de bataille spirituels. Mais leur existence même dément l'idée rassurante selon laquelle tout ce qui échappe au contrôle humain appartiendrait nécessairement à un dieu ou à l'empereur. Le paria ne se rattache pleinement ni au trône ni aux puissances de la ruine. Il est un vide qui traverse les deux, configurations spécifiques aussi singulières que celle du saint, parfois marquées dans le warp par des cicatrices où les couches de mémoire semblent gratter jusqu'au support nu du refus. Il arrive que ces deux types de figures se croisent et se complètent. Certains cycles légendaires, discrètement expurgés par les censeurs, laissent deviner la présence de gardiens muets, insensibles aux visions et aux miracles auprès de saints célébrés. Dans la mer immatérielle, de tels duos apparaissent comme des motifs de diffraction. Au centre, un noyau dense de résonance où convergent prières et souvenirs. Tout autour, un anneau d'annulation relative qui empêche les influences concurrentes de saturer la configuration. Le saint et le paria, ainsi appariés, forment un couplage paradoxal. Elle, en ouvrant un passage vers le sacré, elle, autre fermant ce qui vient d'ailleurs. À partir de là, la notion de configuration divine cesse de relever de l'opposition simple. Entre saints canonisés, prophètes sans corps, parias absolus et innombrables figures intermédiaires, se déploie un ensemble continu de manières par lesquelles elle, humanité et le royaume des dieux se nouent. Chaque configuration répond à une combinaison singulière de densité mémorielle, de pression doctrinale, d'intensité des flux de peur ou de désir, de proximité avec de grands monuments empyriens. Dans certains contextes, une personnalité charismatique ne devient qu'un relais de l'orthodoxie, consolidant des structures existantes. Ailleurs, une intensité comparable, exposée à des sédiments de mémoire ambigus, produit une figure hybride dont la façade pieuse dissimule des lignes d'alimentation vers des autres domaines. Les puissances de la ruine façonnent leurs propres équivalents de saints et de parias. Champions exaltés, sorciers consumés, martyrs de cultes obscurs deviennent, dans leur domaine, des points de condensation analogues aux saints impériaux, mais orientés vers la violence, la mutation, l'excès ou la décomposition. Inversement,
Certaines victimes parfaitement brisées, certains traîtres entièrement vidés de sens par une ultime défection, prennent pour ces puissances l'allure de cavités prêtes à abriter des fragments de elles-mêmes, comme des négatifs de paria où le vide haine est plus refus, mais offrande totale. Ainsi qu'ils soient portés par le culte impérial ou par les adorations interdites, saints et parias apparaissent moins comme des figures opposées que comme les deux pôles D, un même mécanisme par lequel le sacré se rend perceptible, se concentre ou se dissout, tandis que les cartographes clandestins tentent d'inscrire ces configurations mouvantes sur des cartes toujours incomplètes du royaume des dieux. En les recoins les plus protégés des forteresses inquisitoriales et des nefs des grandes lignées de navigateurs, il est parfois question de ceux que l'on nomme, sans titre officiel, les cartographes morts du royaume des dieux. Ce ne sont ni les simples scribes des routes warp, ni les maîtres de trajet qui se contentent de consigner les rares couloirs sûrs. Ce sont ceux qui, dépassant la prudence utilitaire, ont voulu considérer la mer immatérielle comme un territoire à part entière, avec ses reliefs, ses saisons, ses cicatrices anciennes et ses monuments de mémoire. Leur ambition n'était pas seulement de survivre au passage, mais de reconnaître une forme dans ce qui semblait ne être que tumulte sacré. La plupart disparurent dissous dans les phénomènes qu'ils décrivaient, ou furent effacés par des autorités terrifiées par ce que leur savoir laissait entrevoir. Les premiers surgirent à la lisière de l'âge des machines pensantes, lorsque les traités interdits commencèrent à décrire le warp en termes de gradients et de topologies instables. Dans des laboratoires suspendus entre vide et planète, des psycheurs furent utilisés comme instruments de relevé plutôt que comme simples vecteurs de messages. On les plongeait dans des champs d'interface, on les exposait à des portions balisées de mer immatérielle et on consignait avec minutie couleurs, pression, forme de rêve. De ces expériences naquirent des cartes mêlant position stellaire, intensité affective et signature symbolique. Beaucoup de ces observateurs finirent brisés, leurs noms rayés des marges des rapports. Dans le warp, leurs esprits trop longtemps fixés sur les mêmes secteurs se figèrent en balises involontaires, éclats de conscience accrochés à certains repères comme des lanternes éteintes qui continuent pourtant de marquer un seuil. Avec l'avènement de l'Imperium et l'allumage du grand phare de Terra, la cartographie se fit plus pragmatique. Les navigateurs tracèrent des routes fiables entre mondes conquis, mais, au sein de quelques lignées, persista le désir de comprendre les détours possibles, les marges des tempêtes, la proximité des monuments mémoriels. Ces familles gardèrent des atlas privés, reliés de peaux assombries, où les itinéraires étaient doublés de notations allusives sur les paysages empyriens croisés, sur les voix entendues près de telles cathédrales de souvenirs, sur les abîmes de oubli à éviter. Certains de ces volumes furent confisqués par l'Inquisition, d'autres brûlés au nom de la sécurité spirituelle. Pourtant, les routes qu'ils décrivaient ne s'effacèrent pas. Dans la mer immatérielle, les passages suivis assez souvent se creusèrent en sillons d'habitude qui attirent encore, par une fausse impression de familiarité, des navigateurs qui n'ont jamais vu les cartes originales. Parfois, des vaisseaux entiers furent transformés en laboratoires ambulants de cartographie. Lointains de toute route approuvée, ils exploraient des zones réputées impraticables, consignant non seulement les perturbations classiques, mais aussi la récurrence de certains monuments, la forme de domaines divins frôlés sans être pénétrés, la texture des déserts d'images. Certains ne revinrent jamais. Ceux qui reparurent portaient sur leur coque l'usure 2 une traversée hors de toute mesure. Leurs journaux, avant qu'on ne les scelle, évoquaient des systèmes de repérage interne qui avaient fini par intégrer des coordonnées purement empyréennes, comme la distance à tel mémorial, l'angle D approche D, une certaine forteresse de douleur ou la profondeur relative dans un champ de ruines hérétiques. Dans le warp, ces nefs s'imprimèrent comme des stylés acharnés, rayant des zones où nul regard humain ne était encore attardé. Des autres cartographes naquirent de communautés entières. Des ordres de moines astropathes, retirés dans des monastères orbitaux, passèrent des générations à chanter ce qu'ils percevaient, transformant les variations du warp en suites de motifs vocaux. Leurs archives n'étaient pas des cartes, mais des cycles de litanies gravés dans des cristaux mémoriels. Quand ces communautés furent jugées déviantes ou superflues, leurs voix furent réduites au silence. Pourtant, dans certaines régions empyréennes,
Traverser un domaine, c'est, et encore sentir sous le vacarme des tempêtes modernes, est l'écho ténu d'une ancienne description chantée, comme si la mer immatérielle se souvenait d'avoir été une fois observée avec une attention patiente. Il faut compter aussi les cartographes qui ignoraient l'être, navigateurs obstinés à emprunter toujours les mêmes seuils, capitaines à la recherche maniaque de raccourcis, missionnaires corrélant visions, miracles et désastres, tous tracèrent par leur routine des lignes implicites. À force de fouler les mêmes lisières, de longer les mêmes abîmes, ils rendirent plus nets les contours flous de certains monuments mémoriels, au point que des autres, plus tard, purent les reconnaître presque sans effort. Leur mort fut banale, enregistrée comme accident ou vieillesse, mais le warp sut additionner leur trajet. Très rarement, une tentative de cartographie plus complète atteignit les mains de ceux qui décident. Quelques inquisiteurs, quelques maîtres navigateurs virent des schémas où le Warp N apparaissait plus comme chaos, mais comme ensemble de domaines, de vides organisés, de mémoriaux reliés. Certains, pris de vertige, ordonnèrent aussitôt la destruction de ces documents. Des autres, plus téméraires, s'en servirent comme arme, choisissant de frôler délibérément certains monuments pour exalter la ferveur de leurs troupes ou d'éviter des zones saturées de ruines hérésiarques. Chaque usage renforça encore les lignes décrites jusqu'à confondre carte et territoire. Le prix fut presque toujours la dissolution de ceux qui avaient voulu voir trop nettement. Leurs identités se mêlèrent aux structures qu'ils traçaient, et, dans la mer immatérielle, leurs regards éteints continuent de flotter comme autant de points de vue fossilisés, témoignant que l'humanité a tenté, ne fût-ce qu'un instant, d'inscrire ses propres signes sur la face changeante du royaume des dieux.